Bonjour Amélie de Bourbon-Parme, vous venez de publier chez Gallimard Le secret de l'empereur, un ouvrage passionnant et pas banal. Cet ouvrage est très riche car vous nous plongez dans l'atmosphère de l'époque avec un Charles Quint, empereur du Saint-Empire germanique, un Charles Quint sur le déclin puisqu'il renonce à tous ses titres. Mais là on découvre à travers votre roman une passion méconnue de Charles Quint, celle des instruments de mesure de son temps à une époque où l'on pense que la Terre n'est pas ronde. Alors, une première question. Alors, Amélie, descendante de Charles Quint, ce roman historique vous est-il paru comme une évidence ? Alors, ce roman historique, oui et non. C'est-à-dire que j'étais en fait en train de travailler sur le deuxième roman, après la sortie du premier, Le Sacre de Louis XVII. Et en me documentant, je suis tombée nez à nez avec Charles Quint et avec la vie incroyable qu'il a menée, et notamment cet épisode dont j'avais évidemment entendu parler, mais dont je ne connaissais pas vraiment les détails, qui était son abdication et les moments de son renoncement au pouvoir. Et ça m'a absolument fascinée. Et donc oui, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je raconte cet épisode que j'ai trouvé extrêmement insolite, fort et émouvant. À vous lire, Charles Quint est indéniablement un personnage moderne. Pensez-vous qu'il était en avance sur son temps du fait de cette lucidité qui l'a conduit à renoncer à tous ses titres? Alors c'est vrai que c'est un personnage paradoxal et extrêmement riche. Les historiens d'ailleurs ont beaucoup discuté et discutent d'une certaine façon encore sur savoir est-ce que Charles Quint était un personnage du Moyen-Âge ou un personnage moderne ayant une réelle vision avant-gardiste d'une unité européenne. Il a eu durant toute sa vie, au-delà même de son abdication, un projet qui était de réaliser une unité chrétienne de l'Occident, ou en tout cas de l'Europe, sous son magistère. Et c'est vrai qu'on a discuté de savoir est-ce que c'était pas une avant-gardiste de la vision de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou est-ce que ce n'était pas, au contraire, une conception datée, archaïque de l'Europe, celle du monde médiéval dans lequel la chrétienté avait cette unité dont il a rêvé toute sa vie. Les historiens penchent plutôt pour la première option, sachant que Charles Quint avait des traits de caractère qui étaient plutôt de l'ordre du chevaleresque, de la chevalerie, plus que d'un homme retors extrêmement moderne, en avance sur son temps, sur certains aspects. Mais voilà, alors ça c'est pour l'historiographie. Par contre, au niveau de cette décision d'abdiquer, il y a quelque chose, en effet, une décision personnelle extrêmement moderne qui dénote un caractère très à l'écoute, au fond, de sa subjectivité. Une chose qui est assez inattendue à une époque où, en tout cas, on est le dépositaire d'un ordre divin et qu'on est là pour surtout accomplir son devoir et la mission que Dieu vous a confiée. Donc tout d'un coup, Charles Quint qui décide d'écouter sa volonté, de dire « je veux me retirer pour être avec moi-même dans la solitude » et une forme de sérénité ou de retrouvailles avec lui-même, c'est en effet un geste très moderne qui m'a totalement fascinée. Alors, quelle partie du roman relève de la pure fiction ? Alors, pour raconter cette histoire, et c'est ma conception du roman historique, d'autres peuvent en avoir d'autres évidemment, j'ai évidemment m'appuyé sur des biographies, des ouvrages de l'époque, me racontant comment on vivait sous la Renaissance, qui était Charles Quint, quelles ont été les grandes étapes de sa vie, parce que même si je parle de la fin de sa vie, je m'intéresse à évidemment les événements qui ont eu lieu avant et qui continuent d'agir jusqu'au dernier moment de son existence. Donc, la partie vraiment réelle, ce sont les personnages, les événements importants, son abdication, la date évidemment n'est pas trafiquée, il n'en est pas question. Je veux vraiment rester fidèle jusqu'au bout au personnage et à son entourage pour qu'on soit vraiment plongé dans l'époque, il n'y ait pas de tromperie vis-à-vis du lecteur. Et donc on voit tout le déroulé, les lentes étapes, les difficiles étapes de son abdication, avec le départ de Bruxelles, donc beaucoup plus tard que la date de son abdication, puisque ça a mis un temps fou de rassembler l'argent nécessaire à payer tous ses serviteurs, donc tout ça n'est pas inventé. C'est extrêmement romanesque, et c'est vrai qu'une romancière telle que je le suis tombe vraiment sur une espèce de trésor quand elle se penche sur l'histoire telle qu'elle est racontée
racontées dans les livres historiques. Après, la façon dont moi je raconte ces étapes-là, les entrevues avec son fils, la façon dont il se passionne pour les horloges, l'intrigue que j'ai évidemment ajoutée, puisque la passion des horloges est véridique, il aimait réellement ces objets, il avait réellement un horloger à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie qu'il a emmené dans le monastère de Yuste. Il avait une collection d'horloges dont je cite certains noms de pièces qui sont réelles et avérées, puisqu'il avait hérité toute cette collection des ducs de Bourgogne, ses ancêtres, et après toutes les étapes de l'abdication, le voyage en Espagne, la retraite avec les moines triés sur le volet, parce que ce sont pas n'importe quel moine qui avait été choisi pour l'accompagner dans les derniers moments de sa vie. C'était des moines qui savaient très bien chanter parce qu'il adorait la musique. C'était des moines qui avaient une certaine piété parce qu'ils voulaient pouvoir se retirer et réfléchir à sa vie dans un certain contexte. Et les dernières étapes avec notamment un des épisodes de cette retraite, quand il est dans le monastère de Yuste, il fait venir l'enfant qu'il a eu avec une femme qui a été sa maîtresse peut-être une seule nuit, ou en tout cas qui a été une passion fugace, avec laquelle il a eu un enfant qui s'appelle Hieronimo, et cet enfant qu'il n'a jamais rencontré, il a souhaité à la fin de sa vie le rencontrer. Et tout ça est véridique. Donc on m'avait posé la question, est-ce que cet enfant existe? Est-ce qu'il l'a vraiment rencontré dans le monastère? Et la réponse est oui. Et c'est tout ça, vraiment la puissance au fond romanesque de derniers moments de sa vie, qui m'ont inspiré ce roman. Et la façon dont ça se passe, les dialogues, les émotions que ça suscite en lui, c'est mon invention. Après, c'est au lecteur de se faire une idée. Est-ce que c'est convaincant? Est-ce que ça l'est pas? Ça, c'est mon travail de romancière à moi. Et précisément, lorsqu'il abdique, on sent qu'il en a assez, quoi. Alors, il est épuisé. Il est épuisé. Épuisé pour plein de raisons. Il y a la couronne de Hollande, il y a la couronne du Saint-Empire germanique. Voilà. Il est peut-être encore plus fatigué d'abdiquer qu'il n'a été fatigué de collecter toutes ces couronnes et tous ces héritages. D'ailleurs, il le dit, il se demande est-ce que c'est pas plus facile de devenir roi que de se défaire du pouvoir, parce que c'est vraiment que ça lui colle au doigt, il n'en peut plus. Il abdique donc de la couronne des Flandres à Bruxelles. Il se dit bon, allez, ça y est, je suis sur ma lancée, dans quelques semaines je pars en Espagne, j'abdiquerai à Valladolid, à la cour, devant les grands d'Espagne, de la couronne de Castille, d'Aragon, de Naples, de Sicile, et puis de toutes les possessions du Nouveau Monde qui appartiennent à la couronne espagnole, puisqu'elles ont été conquises par les conquistadors sous la houlette des rois d'Espagne. Et il va être contrecarré dans tous ses projets. Une fois qu'il a abdiqué la couronne des Pays-Bas, il s'aperçoit qu'il n'a pas l'argent pour payer sa cour. Il était entouré d'une cour immense, 1000 personnes, qui étaient aux petits soins en permanence et dont il n'a plus besoin. Il veut vraiment se défaire de tout cet appareil. Et l'argent n'arrive pas, puisque c'est l'hiver, les tempêtes se lèvent sur l'océan Atlantique. L'argent qui devait arriver d'Espagne, puisque l'argent arrivait souvent d'Espagne, comme elle venait des colonies et des mines d'or et d'argent qu'on avait découvertes, il ne le voit pas arriver, du coup il n'a pas les moyens de donner leur gage à ses serviteurs, du coup il attend des semaines, des mois, et pour quand même continuer à faire avancer ce projet, il décide d'abdiquer de la couronne espagnole dans sa chambre. Il fait venir les grands d'Espagne, si l'abdication, je ne peux pas la faire là-bas, c'est elle qui vient à moi et je vais démissionner ici même. Donc ça c'est une scène que je raconte aussi qui est totalement rocambolesque. On imagine dans ce petit appartement, dans cette vieille maison, dans ce parc, tous ces grands dignitaires espagnols. Bon voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas quand on l'a pas lu. Et puis il part finalement en Espagne et là il a renoncé à renoncer, si je puis dire, puisque son frère Ferdinand, qui est celui qui va hériter de la couronne du Saint-Empire romain germanique, refuse, tant qu'il peut, que son frère se démette du fameux titre d'empereur. Et Charles Quint lui dit « Mais je ne comprends pas, c'est toi qui gères les affaires de l'Empire depuis plusieurs années, tu es mon successeur désigné, tout le monde te respecte, de quoi as-tu peur ?»« Ah non, c'est impossible, les princes électeurs, puisque la monarchie à l'époque était encore élective, ne vont jamais m'élire, ou en tout cas il peut y avoir des imprévus, les princes protestants vont se rebeller, je serai plus tranquille, garde la couronne. » Donc il accepte, parce que bon, il se rend compte du chamboulement que provoque son départ, donc bon, il dit « Mais
mais promets-moi une seule chose, c'est qu'au moment d'entrer dans le monastère, je ne serai plus empereur, tu accepteras cette démission. Oui, 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 bien sûr. Et puis le frère ne tient pas parole, il entre à Yuste, il est encore empereur, et il va réellement être démis de ses fonctions, si je puis dire, quelques mois avant sa mort. Donc vraiment, cette abdication, c'est une leçon de vie. Ça montre à quel point même un empereur qui veut décider jusqu'à la dernière minute de partir, de quitter le monde, et doit faire face à de nouveaux obstacles imprévus, face à sa volonté de quitter le pouvoir. Et alors, comment avez-vous découvert sa passion pour les horloges? Alors la passion pour les horloges, je l'ai découvert en lisant de nombreux ouvrages, et puis j'ai lu aussi des livres spécialisés sur les horloges, les mécanismes d'horlogerie, et puis l'évolution de cette science, qui est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, technique, et très lié à la culture d'une époque et à la conception du monde, puisque les horloges étaient des mécanismes à l'époque assez frustres, qui disaient l'heure et qui retardaient en permanence, parce qu'on n'avait pas encore créé le fameux mécanisme qui permet d'avoir une régularité, et donc il fallait sans arrêt remonter l'objet. Et puis c'était des objets qui disaient la position de la Terre par rapport aux autres planètes, puisque l'heure est quand même liée au mouvement du Soleil et à l'ombre qui apparaît de plus en plus jusqu'à la fin de la journée. Donc ces objets-là disent vraiment une conception de l'univers. Et c'est vrai que c'est un objet qui va fasciner Charles Quint à la fin de sa vie, et c'est l'intrigue du roman qui repose sur cette fameuse horloge astronomique dont il n'arrive pas à comprendre le mécanisme, et sur laquelle est gravée une inscription qui vraiment sème le doute dans son esprit: le soleil ne se lève jamais. Ne se lève pas. Et là, Charles Quint ne comprend pas, voit est-ce que c'est une allusion à l'immensité de son empire, à sa puissance, et il comprend qu'en fait, au fur et à mesure du livre, il comprend que c'est lié à quelque chose qui explique le mécanisme de l'horloge elle-même, et qui dit quelque chose de très important sur la conception du monde à l'époque, et sur l'astronomie. Voilà. Donc, sans vouloir en dire beaucoup plus, c'est intimement lié à sa conception du monde, et c'est quelque chose qui va être un énième obstacle à la fin de sa vie à sa compréhension du monde. Alors, pour parler de vos projets, est-ce que vous avez un autre roman en préparation? Oui, alors j'ai un autre roman en préparation qui se passe aussi pendant la Renaissance, et qui est cette fois l'histoire d'un homme depuis sa naissance, peut-être pas tout à fait, à sa mort, et en tout cas une vie tout entière, puisque mon premier roman sur Louis XVII, c'était aussi la fin de vie d'un enfant. Là, c'est la fin de vie d'un homme dans la force de l'âge, et donc là, c'est vraiment... Qui a existé? Oui, c'est aussi un personnage historique, mais qui a existé, donc même idée de romancer à partir de faits réels, historiques, vérifiés. Ouais. Alors, pensez-vous un jour écrire dans un autre cadre, dans un autre registre que le registre historique? Oui, je pense, oui, parce que c'est une très grosse contrainte aussi, l'aspect historique. Parce que c'est comme si on vous donnait une équation en vous disant fais quelque chose de différent, de personnel, avec telle et telle et telle contrainte. Et un roman historique, c'est... Et vous savez que vous êtes attendu au tournant, puisque vraiment, les historiens regardent quand même à la loupe, même si ils ont une petite indulgence, parce qu'on n'est pas là pour... Je ne prétends pas faire une biographie, une somme scientifique sur Charles Quint, mais quand même, il faut faire attention à ne pas faire de contradictions, à ne pas trahir l'histoire d'un personnage, c'est important. Merci beaucoup. Merci à vous.